Nouveau micro, c'est parti. Francophone Down Under, c'est mon podcast pour les parents francophones en Australie qui souhaitent que leurs enfants conservent le français, même en vivant à l'étranger. Moi, c'est Sophie, parisienne de naissance et melbournienne d'adoption, maman d'un petit bilingue et prof de français langue étrangère. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Gaëlle. Gaëlle qui n'est pas en Australie, c'est une première pour le podcast. Bonjour Sophie. Bonjour Gaëlle, vous êtes où? Eh bien, je suis en France. Après de nombreuses années en Asie, à Taïwan, on est de retour en France. Merci beaucoup Gaëlle d'être là avec moi et bientôt dans les creux des oreilles des auditeurs. Donc vous êtes de retour en France. Vous avez donc été expatriée en Asie, à Taïwan? C'est ça, pendant 6 ans. Pendant 6 ans, d'accord. Vous êtes rentrée depuis combien de temps? Ça va faire un an et demi. Oui. D'accord. Ça se passe bien, le retour en France? Les premiers mois ont été difficiles. Il faut se réhabituer. On se sent un peu plus isolé. C'est étrange, hein, mais on revient souvent pour la famille. Mais on perd notre cercle amical. Donc il faut reconstruire cette partie-là. Après le temps aussi, on était à Taïwan, il faisait chaud tout le temps. En France, il fait froid. Voilà, mais on est content d'être heureux. Bon, c'est l'essentiel. Après tout, l'essentiel, c'est d'être heureux là où on est. Faut voir ça aussi comme une nouvelle expatriation. Faut apprivoiser le pays. Bon, on maîtrise la langue cette fois, c'est plus facile. Et c'est une façon intéressante de voir la chose, effectivement, une perspective un peu différente. Et pourquoi vous étiez à Taïwan? Comme beaucoup de femmes, j'ai suivi mon mari qui a eu une belle opportunité. C'était notre première expatriation. D'accord. Et on est parti avec nos 2 garçons. On est arrivé en plein été à Taïwan, gros choc thermique. Et en fait rapidement, enfin les garçons, je commence à raconter ma vie. Bien sûr. C'est pour ça qu'on est là. Les auditeurs savent pas encore pourquoi je suis là. Mais non, ils ne savent pas. Surprise. Alors, effectivement, quand on est arrivé à Taïwan pour le métier de mon mari, mes garçons avaient 8 et 11 et ont été scolarisés à la Taipei European School. C'est une école internationale qui a une section British, German et French. Voilà. Et donc c'est super sympa parce que c'est très international, tout le monde parle anglais, tous les copains étaient taïwanais, donc les miens sont rouquins, donc c'était sur une classe de 20 gamins, il y avait trois Européens, 3 Français. Pourquoi je dis ça, c'est que en fait la langue quotidienne est devenue l'anglais. D'accord. Et ils étaient dans la section française malgré tout, donc ils suivaient leur scolarité en français. Section française. Alors c'était bilingue. Bilingue? Ouais. En primaire, c'était un jour en français, un jour en anglais. Donc il avait 2 maîtres différents. Et au collège, tous les cours annexes étaient en anglais. Donc le sport, la musique, l'art, tout ça c'était en anglais. D'accord. C'est chouette pour l'immersion. Est-ce qu'ils parlaient anglais avant d'arriver à Taipei? Non. Pas du tout. Le petit, donc en primaire, pas du tout. Donc lui, ça a été dur. Quand on dit les enfants, c'est comme des éponges, ça absorbe. Il va parler anglais en 3 mois. Bon, pas du tout, hein. Ça a été un petit peu plus long. Chacun a son rythme. Ouais. Le nôtre à 8-9 ans, non, ça s'est pas fait facilement. Surtout qu'en plus, il avait des cours de chinois. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de langues à absorber d'un coup. Et tous les copains parlaient anglais. Même si c'était une section française, comme tous étaient taïwanais avec des parents taïwanais, ils étaient beaucoup plus à l'aise en anglais qu'en français. Donc je pense que le Adrien s'est senti un peu exclu et a pu un rejet en fait de l'anglais. Donc ça a été
6 mois compliqués, alors que Gabriel, qui lui est arrivé en 5e, qui avait déjà fait de l'anglais en 6e, bon, il avait un niveau débutant, mais ça s'est venu plus rapidement. Alors, ce qui est drôle, c'est que le petit a eu du mal à rentrer dedans, mais a pris un vrai accent anglais, alors que le grand, qui a parlé facilement anglais, alors lui, il a eu un accent français assez longtemps. Et donc, oui, les petits qui se sont retrouvés scolarisés en anglais et qui finalement sont tombés dedans et ont fini par adopter l'anglais presque comme leur langue principale. En tout cas, la langue quotidienne. Et rapidement, on a vu apparaître du franglais à la maison. Ils nous inventaient des mots, ils cherchaient leurs mots. Ouais, et c'est super étrange parce qu'à la maison, on parlait français. Mais pour autant, j'ai noté que ça devenait de plus en plus compliqué. Et quand on utilisait des expressions idiomatiques, ils me regardaient avec des yeux, qu'est-ce que tu veux dire? Et alors, on va en venir de pourquoi je suis dans le podcast. Exactement, ça explique pourquoi on s'est rencontrés et pourquoi j'ai le bonheur de vous avoir aujourd'hui. En fait, je me suis rendu compte que les enfants perdaient leur lien avec la culture française, avec la langue et la culture française. Mais au début, je me suis dit, bon, c'est normal, on est au bout du monde, ils doivent s'adapter à une autre culture, la culture asiatique, ils apprennent 2 langues. Il y a plein de choses. En expatriation, il faut s'adapter à la culture du pays, en premier lieu. Mais au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que ils perdaient leur culture française et puis je savais pas combien de temps on allait rester. Et en fait, le moment charnière, ça a été quand ma mère a eu au téléphone Adrien et lui a dit, bon, pour Noël, quand vous venez nous voir, on va aller voir un marché de Noël. Puis Adrien lui a fait, c'est quoi, mamie? Donc moi, je reprends ma mère derrière qui me dit, Gaëlle, c'est une catastrophe, tes enfants perdent leur culture française. On a un problème. Voilà, on a un problème. Donc évidemment, quand c'est ta maman qui te dit que t'as un problème, tu dis oui. Donc je dis ok, bon, je m'en étais rendu compte, je vais regarder ce que je peux faire, je vais chercher sur internet si quelque chose existait. Et là en fait je me suis rendu compte de 2 choses, c'est que une, j'étais pas la seule à avoir ce problème de perte de lien avec la culture française et le français, et que 2, il n'existait rien. Et alors il y a des solutions pour le français, mais pas pour la culture française. Voilà, donc je me suis dit ok, je me lance. J'étais un peu une charnière professionnelle puisqu'à Taïwan je travaillais, mon contrat arrivait à la fin, et je me suis dit ok, je me lance dans l'aventure, je crée C'est quoi la France? Tadam! Voilà. Et voilà. Et donc, je vous ai déjà parlé dans le podcast de C'est quoi la France. Je l'ai conseillé même comme cadeau de Noël par les grands-parents, par exemple, qui cherchent un cadeau en lien avec la France. Et Gaëlle, la voilà, elle a créé C'est quoi la France. Donc C'est quoi la France? C'est une plateforme de ressources pédagogiques sur la culture française pour les 6-11 ans. Donc en fait, c'est sur abonnement. Tous les samedis matins, vous recevez une vidéo et son cahier d'activité sur un des thèmes de la culture française. Donc en fait, les enfants suivent nos mascottes, c'est Tom et Alice, qui se promènent à travers la France pour expliquer les personnages célèbres, les codes culturels, les expressions idiomatiques, les inventions, voilà. Tous les samedis, les enfants découvrent un nouveau sujet de la culture française. Et effectivement, moi, je me suis trouvée dans cette situation, dans votre situation. En plus, je suis aussi prof de français langue étrangère et j'ai aussi des ateliers pour les petits francophones. Et je me suis retrouvée dans cette situation où je cherchais pas du français scolaire parce que nos enfants vont à l'école toute la journée, mais plutôt du français en relation avec la culture du français qui crée du lien avec le pays. Et voilà, et c'est comme ça que je suis tombée sur C'est quoi la France. Donc C'est quoi la France ne copie pas le système éducatif français. En tout cas, les sujets
qui sont vus à l'école. On va pas être sur les rois de France ou sur les fleuves, la géo, voilà. Mais on va plutôt parler dans les monuments, qu'est-ce que l'Arc de Triomphe. Donc, on va introduire des notions d'histoire, voilà, le soldat inconnu, la guerre, mais en tout cas, on va plus parler du bâtiment, ce qu'il représente. Dans les monuments, rien à voir avec l'histoire, on va parler aussi du Mont-Saint-Michel et des Grandes Marées. Voilà, donc on combine plusieurs sujets dans une même vidéo. Alors les vidéos sont courtes, hein, c'est pour 3-4 minutes, c'est vraiment adapté à l'âge des enfants et à la concentration des enfants. Je travaille avec 2 maîtresses pour la construction de ces vidéos et des cahiers d'activité. Les vidéos, c'est un petit moment, c'est ludique, on passe un bon moment, on suit Tom et Alice. Et après, si les parents le souhaitent, ils peuvent travailler sur les concepts et le vocabulaire vus dans la vidéo pour vraiment ancrer et profiter du tout bénéfice du contenu de la vidéo. Et oui, parce que finalement, le but aussi dans ce genre de ressources, c'est pas seulement de mettre notre enfant devant un écran et de lui faire regarder une vidéo, même si c'est bien, il n'y a pas de mal à ça, mais c'est aussi de créer du lien avec le parent qui est francophone et de pouvoir créer un dialogue, une discussion et de permettre que le parent ait une piste, un guide pour transmettre ce qui lui est personnel à lui, à la France et sa culture en fait. Tout à fait. À la fin de chaque vidéo, il y a 5 questions qui permettent justement d'entamer ce dialogue avec le parent et que le parent raconte sa propre culture, qu'il puisse transmettre sa propre histoire. Donc ça, c'est à la fin de chaque vidéo. Et si le parent et l'enfant veulent en faire un plus, il y a le cahier d'activité. J'ai eu des témoignages de parents, de mamans qui mettent leurs enfants devant la vidéo. Elles sont à la cuisine, donc elles préparent le repas du soir. Elles entendent la vidéo et à la fin, ok, on en discute tous ensemble. C'est évidemment créer du lien avec la France, créer du lien avec sa culture, créer du lien avec la famille qui est restée en France. Souvent, pour ces enfants qui vivent à l'étranger, la France, c'est le pays des vacances. Moi, je dis c'est le pays de la piscine et du barbecue. Et il y a souvent un décalage qui se crée avec les cousins, les grands-parents. Donc, c'est une façon de rester vraiment connecté à la culture aussi d'aujourd'hui. J'en profite pour parler du compte Instagram. On parle de ce d'aujourd'hui. Je crois que demain, il y a un post sur Wesh Gros. Ah, j'ai hâte de voir ça alors. La façon dont les jeunes parlent aujourd'hui, voilà tout ce vocabulaire que quand on est en expat au bout du monde, non, on comprend pas. Et puis quand on arrive en France, on dit mais de quoi ils parlent. Voilà, donc ça permet vraiment de rester connecté à la France d'aujourd'hui. Oui, parce que effectivement, même si la culture aujourd'hui est relativement internationale, on se rend compte qu'on regarde pas les mêmes choses. J'ai vu récemment, il y avait Kwakubé. Oui, tout à fait. J'ai jamais entendu ça avant. Je me suis sentie vieille. Oui, quand les enfants disent « Quoi ?» Le sud en face répond « Kwakubé ». Bon, je sais plus d'où ça vient, mais en tout cas, il y a même c'était tellement dit en classe qu'il y a eu des punitions. Il est interdit de dire Kwakubé en classe. Et voilà, et ça, voilà, c'est vraiment ce qui fait la spécificité, le sel d'une culture. Ces petites choses. Quand on se retrouve entre expats et qu'on parle de ce genre de choses de notre enfance, ça crée, il y a quelque chose qui se passe qu'on n'a pas avec des expats d'une autre nationalité, par exemple. Et c'est vrai que ça manque à nos enfants. Ils auront des références de leur pays d'adoption, mais... Quand tu parles de références d'enfance, il y a les Black Carambars. Eh oui. Il n'y a pas de carambars en Australie, j'imagine. Alors... Une pause. Si, t'as les carambars. Mais alors ceux-là, en fait, c'est mon beau-père qui les a apportés à Noël. Et ben voilà. Et sinon, on les trouve, mais à prix d'or. Vraiment, ça coûte un bras. Ouais, transmission de la culture française, les Black Carambars.
Exactement. Et autant, si on était en France, j'achèterais pas nécessairement des bonbons. Puis les carambars, c'est vraiment blindé de sucre. Mais c'est vrai que ici, on se sent obligé d'avoir nos carambars parce que ça fait partie de la culture française. Voilà, les carambars. Et c'est pas que les carambars, c'est les blagues carambars aussi. Ouais. Bah ouais, ouais, ouais. Et il y a plein de choses comme ça. Et c'est quand on n'est plus en France qu'on s'en rend compte. Voilà, exactement. Et c'est vrai que pour les auditeurs qui ne voient pas parce qu'il y aura pas de vidéo dans l'épisode, c'est le bruit du paquet de carambars. Et ben justement, j'allais te demander qu'est-ce qu'elle a la culture française en fait de spécifique pour toi. Alors ça, c'était la question un peu piège. Et si je te dis elle est riche, non, en fait, toutes les cultures sont riches. Enfin, elle a rien de spécifique, mais elle est unique. C'est pas la culture du pays voisin. Donc elle n'est pas plus riche qu'un autre pays, c'est seulement que si tu n'as pas vécu en France, si tu ne baignes pas dans cette culture, tu ne la comprends pas. Et souvent on dit oui, la culture, c'est la culture française, c'est l'art, c'est les écrivains, c'est les peintres, c'est la culture haut de gamme, la culture de la rue. Tu vois, la culture de tous les jours, c'est pas ça. La culture de la rue, c'est quand tu es en France, eh ben tu traverses pas sur les passages piétons. Eh oui, c'était le post d'Instagram d'aujourd'hui qui m'a fait beaucoup rire. Voilà. Et j'ai voulu faire une vidéo dans la rue et en fait je suis pas encore assez douée, ma caméra bougeait trop. Mais alors tout le monde traversait hors des passages piétons. La France d'aujourd'hui, c'est les expressions idiomatiques ou les quoi couper, les wesh gros. C'est connaître les pâtisseries quand tu vas à la boulangerie ou savoir quand on te demande tu l'as vu comment ta baguette. Puis il m'a dit j'ai pas compris la question. Bah je veux une baguette. Bien cuite bien sûr. Voilà. Mais des tas de choses comme ça où ben, les enfants quand ils reviennent en France ils sont un peu perdus parce que toutes ces règles implicites ne sont pas connues. J'aime beaucoup ta réponse, effectivement. C'est vrai que finalement, il n'y a pas de supériorité, de hiérarchie dans les cultures. Toutes les cultures sont riches et uniques. Mais par contre, voilà, c'est ce qui fait partie de notre identité et qui est spécifique et que si on ne la connaît pas, eh ben, on n'est pas dans le secret d'une certaine manière. C'est ça. Moi, j'ai une image que j'aime bien utiliser, c'est que la culture française, c'est comme un iceberg. La petite partie qu'on voit, bah, c'est ce qu'on trouve dans les livres, c'est ce que tu vas voir à l'école, c'est l'histoire, la géo, les romans et les peintres. Et puis en fait, toute la partie, la grosse partie émergée que tu vois pas, eh ben c'est toutes ces non-dits, ces règles implicites. Qui te seront pas transmis par tes parents ou par l'école parce que c'est en vivant en France que tu vas les connaître ou en prenant C'est quoi la France évidemment. Exactement. Voilà, en fait C'est quoi la France a pour objectif de réduire la partie émergée de l'iceberg que ça soit plus accessible. C'est une belle façon. Je voulais te demander aussi, d'ailleurs, pourquoi le format vidéo ? Pourquoi tu as choisi le format vidéo ? Alors honnêtement, parce que les enfants d'aujourd'hui sont très souvent sur les écrans et que si tu veux capter leur attention, c'est un écran. En fait, moi, quand j'ai lancé C'est quoi la France, j'ai pensé en premier lieu à mes enfants. Ils avaient la tranche d'âge. Aujourd'hui, c'est pour les 6-11, ils étaient dedans. Et je me suis dit, je veux que ça reste un moment ludique. Je ne veux pas me battre à chaque fois pour leur dire va regarder ton sujet sur la culture française. Non, je voulais que ça soit quelque chose d'agréable, un bon moment à passer. Bon ben aujourd'hui c'est sur un écran. Voilà. Et j'ai choisi des petits personnages, c'est comme un petit dessin animé. Donc il y a une vraie identification sur les personnages, il y a un garçon, il y a une fille, ils ont 9 ans. C'est des enfants comme eux qui vont découvrir la culture française. Effectivement, il faut pas que ce soit une torture pour nos enfants parce que sinon on les en dégoûte. Et pour être un peu plus sérieux et un peu plus dans la pédagogie, la vidéo a quand même un double avantage, c'est que tu as le son, donc tu travailles la prononciation et la compréhension orale,
Mais avec la vidéo, tu as aussi l'écriture. Tous les textes, tous les dialogues des personnages sont écrits. Donc les enfants s'entraînent aussi à lire en même temps qu'ils entendent Tom et Alice parler. Voilà. C'est très, très malin. Et on a fait 2 niveaux. Justement, les enfants de 6 ans n'ont pas le même niveau en lecture et en français si on est dans des familles binationales. Donc on a 2 niveaux, 6-8 et 9-11. Donc dans les 6-8, les personnages parlent plus lentement, les constructions de phrases sont simples, on emploie des temps du présent, alors que dans les 9-11, Tom et Alice vont parler comme je parle aujourd'hui, on a des constructions complexes, du vocabulaire plus recherché. D'accord. Et de même pour les cahiers d'activité, on est sur vraiment du cycle 2, cycle 3, et ça s'adapte aux âges des enfants. Ok, donc vraiment chaque détail est pensé. C'est un travail gigantesque. Est-ce que c'était difficile de mettre tout ça en place? Ça a été très long. J'ai mis 3 ans. En fait, de l'idée au lancement, il s'est passé 3 ans. Alors il y a eu le Covid, il y a eu des allers-retours. Enfin, j'ai commencé à créer des vidéos pour me rendre compte que c'était pas le bon type de vidéo. Après, je me suis dit il me faut des maîtresses pour le côté pédagogie. Donc, je suis allée chercher des maîtresses. Donc, on a tout refait. Enfin voilà. Donc, c'est une construction étape par étape et avec des allers-retours. Et ça a pris du temps et surtout qu'on a une 30aine de vidéos pour tenir une année scolaire, puisque les vidéos s'adressent à la fois aux familles, mais également aux écoles, aux associations Flammes, à toute institution qui enseigne le français à l'étranger. Ok, donc c'est vraiment un accès à la culture française concrète d'aujourd'hui pour tous les francophones hors de France. Parfois, on a des clients inattendus. J'ai des écoles internationales à Paris qui ont pris les abonnements pour faire découvrir la culture française à leurs élèves qui ont 70 nationalités. Donc, c'est l'inverse. Là, tu vois, c'est pour faire découvrir la culture française à des étrangers. Oui. C'est chouette. Voilà. Donc, c'est une façon ludique de découvrir la culture française où que tu sois. Donc, c'était un travail de longue haleine. Toi, t'avais pas d'expérience spécifique dans la vidéo, dans le français, flamme, dans le... Non, moi, mon expérience, j'avais une super expérience de maman, expatriée. Ça, je maîtrisais à fond. Il faut pas diminuer cette expérience, elle a beaucoup de valeur. J'ai travaillé 20 ans dans le marketing, la communication, donc j'avais ces compétences de transmission de l'information. Après, je me suis formée dans la création de vidéos, de prise de son, de montage. Ça a été un gros boulot. Et c'est toi qui fais les vidéos? C'est moi qui fais les vidéos, tout à fait. Waouh! Oui, quand je dis qu'il y a un gros boulot de formation, je me suis arraché les cheveux un certain temps avant de maîtriser tous les logiciels. Mais une vidéo, c'est 5 jours de boulot entre la sélection des informations, l'écriture du script, parce qu'évidemment les infos, quand tu veux parler de l'Arc de Triomphe, il faut sélectionner les infos essentielles et adaptées pour les 6-11 ans. Tu veux les garder. Il y a un gros travail de sélection d'informations. Après, il y a l'intervention des maîtresses pour écrire les scripts. Après, il y a le montage, l'animation, la prise de son. Et il y a une dernière maîtresse qui intervient peu avant la fin pour s'assurer qu'il n'y ait plus aucune faute d'orthographe dans toute la vidéo. On en laisse toujours passer. C'est tragique. Tu peux la regarder 20 fois, 30 fois. Non. Et quand t'as le nez dans le guidon, tu vois plus, en fait. Donc, heureusement, on a Virginie qui est là. Voilà. Et puis après, il y a la construction, l'écriture des cahiers d'activité. Ça nous en fait 4, puisqu'on a des cahiers d'activité pour les 2 âges pour les écoles, qui eux font une dizaine de pages. Et puis, on a les cahiers d'activité pour les 2 âges pour les familles, qui eux font 3-4 pages, qui sont plus ludiques que pour celles pour les écoles. Waouh. Oui, un sacré travail. Ça demande du temps, de l'énergie. Mais après, quand mes clients me disent c'est super. La dernière fois, j'avais un papa qui était aux États-Unis. Il est arrivé aux États-Unis, il avait 15 ans. Il est marié avec une Russe et son fils est né là-bas. Et il m'a dit pour moi, c'est très important que mon fils découvre que la France est à l'origine de choses magnifiques.
Parce qu'il me dit, en vivant aux États-Unis, on a un peu l'impression que les États-Unis sont le centre du monde et que les États-Unis ont tout inventé. Et donc là, il voit que la France a inventé la montgolfière, le cinéma, que le braille, c'est Louis Braille et Cancé. Bon, voilà, donc c'est aussi une fierté d'être français. Oui, et c'est important de pouvoir montrer qu'il y a justement des choses dont on peut être fier. Alors, tout n'est pas merveilleux à 100% dans aucune culture, associée à aucune langue, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont chouettes, qui ont été faites, et ça, nos enfants, faut leur montrer, effectivement. As-tu mangé des crêpes la semaine dernière pour la Chandeleur? Mais oui. Ça aussi, c'est super important, les traditions culinaires, traditions en général, voilà, transmettre les traditions françaises, ça fait partie de l'identité. Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que la nourriture, c'est une bonne façon en général, de réunir les gens et de les mettre d'accord. Et surtout les enfants, et surtout si c'est des desserts, et surtout si c'est des crêpes. On parle de culture française, mais après, il y a des cultures régionales aussi. Et donc, là, j'ai une abonnée bretonne qui m'a envoyé la Chandeleur, c'est une conspiration bretonne visant à populariser la crêpe à l'échelle mondiale. C'est même plus la culture française, c'est la culture bretonne. Sacrés Bretons, ils sont partout. Et là, on reste seulement dans l'Hexagone, mais si on parle des francophones en général, on s'en sort même plus. C'est une telle richesse, une langue. On me dit souvent, est-ce que vous parlez de la culture de la France? Pour le moment, c'est la France. C'est déjà vaste. Voilà. Mais alors, dans les cahiers d'activité, on fait quand même un point culture et on s'ouvre sur les pays. Là. Samedi prochain, c'est la vidéo sur la Saint-Valentin qui part. Alors, la Saint-Valentin n'a pas d'origine française, c'est une origine italienne. Tu le verras dans la vidéo. Mais pour autant, les traditions autour de la Saint-Valentin sont différentes d'un pays à l'autre. À Taïwan, il fallait offrir des roses et des roses rouges, et le nombre de roses correspondait à ton état d'avancement dans la relation amoureuse. Aux États-Unis, la Saint-Valentin, c'est de l'amitié. Que tous les enfants à l'école s'offrent des cartes de Saint-Valentin. En France, si tu fais ça, tu ne peux pas faire ça. C'est vraiment ton amoureux. Donc, il faut aussi connaître ce code. Parce que si tu viens des États-Unis et que tu décides d'envoyer des cartes Saint-Valentin à tous tes copains, à tous les élèves de la classe, ils vont pas comprendre. Ça peut créer des malentendus. On boucle la boucle, effectivement, pour dire que la culture, c'est unique à un endroit spécifique et que si on connaît pas les codes, on peut se sentir perdu. Ouais. Est-ce que tu t'es servi de tes fils comme cobaye pour tester les vidéos? Oui, ma première vidéo était sur René Descartes. Donc effectivement, c'était très ambitieux et je n'ai pas repris ce thème. On me dit, oh, c'est super maman, où est-ce que tu l'as trouvé? Moi qui l'ai faite. Et ils ont dû être super fiers là. Ouais, très fiers. Et après, tous les jours, t'as fait une nouvelle vidéo? T'as fait une nouvelle vidéo? Non, on va se calmer. Il me faut du temps pour faire une nouvelle vidéo. Donc ça, c'était le début où j'avais la confirmation que tu me posais la question. Le format vidéo, c'était le bon format, ça avait capté leur attention et ils en voulaient plus. Ça, c'était validé. Depuis, toutes mes vidéos sont validées par mes fils. Donc je leur montre avant que ça soit finalisé et ils me disent ah bah là tu pourrais faire ça. Alors ils sont toujours très ambitieux dans les animations. C'est bien, c'est ce qui nous pousse dans la vie. Les enfants qui nous disent tu peux faire plus. Et oui, je voulais te demander, donc quand vous étiez à Taïwan, avant d'avoir créé les vidéos et puis même après avoir commencé à créer les vidéos, qu'est-ce que tu faisais aussi pour continuer à transmettre le français et la culture à tes enfants? Est-ce que tu faisais des choses spécifiques? Eh bien, non. Et c'est l'erreur que beaucoup de parents font. En fait, comme mes enfants étaient dans une section française de l'AEFE, j'ai pensé, à tort, que ça suffirait. Que leur niveau de français serait suffisant et que la culture française irait avec. Donc ça a été difficile en fait en rentrant en France. Est-ce que vous avez eu des problèmes d'équivalence de classe ou ce genre de choses? Non, parce il avait passé son brevet à Taïwan. Donc, il était vraiment en école AEFE, section française. Le grand a passé son bac. Donc, on n'a pas eu de problème d'équivalence. Néanmoins, quand il est arrivé en seconde, le niveau était vraiment au-dessus de ce qu'il avait eu à Taïwan. Donc, il a vraiment beaucoup bossé pour rattraper. Ta première question, c'était est-ce que je faisais quelque chose
À Taïwan, pour le français, on travaillait à la maison le français. Pour les devoirs, j'en rajoutais. J'ai réfléchi, j'ai pris une prof de français à Gabriel Legrand quand il était en seconde pour préparer le bac de français. C'était du scolaire, c'était du soutien scolaire. Mais pour la culture française, non. Je pensais, comme beaucoup de parents, quand je discutais avec des parents de l'étranger, que l'école et la famille suffiraient à transmettre. Pas du tout. On oublie, oui, à quel point l'environnement, tout ce qu'il y a autour, les enfants qui sont autour. On dit baigner dans une culture. Et quand tu baignes pas dans la culture, quand t'entends pas autour de toi parler français, quand la radio ne parle pas français, la télé ne parle pas français, les affichages, tu vois, il y a beaucoup d'implicite dans l'affichage, des jeux de mots, des choses comme ça. Quand les grands-parents sont loin, enfin bon tu ne baignes pas dans ta culture, tu ne l'absorbes pas. Tes parents ne te suffisent pas. Bon, après c'est vrai que l'un dans l'autre, il y a aussi une richesse dans l'expatriation, et puis ce qu'ils ont perdu en baignant pas dans la culture pendant 6 ans, pendant 8 ans, finalement ils l'ont gagné en ouverture d'esprit, en baignant dans la culture taïwanaise, qui est aussi fantastiquement riche et intéressante. Mais c'est vrai que le point qui nous concerne, et qui est la transmission du français et de la culture à nos enfants, c'est vrai qu'ils ont manqué ça, quoi. Oui, et créer cet attachement à la France, tu vois, se sentir français. Moi, j'ai une cliente qui me dit, moi, un jour, quelqu'un a demandé à mon enfant de quelle nationalité il était, d'où il venait. Et il savait pas répondre. Parce que il avait vécu dans plein de pays, il était né au Japon, là, il était en Allemagne, et il a répondu, j'ai un passeport français. Ok. Donc c'est ça, c'est la culture française, c'est aussi se sentir français, être fier de ses racines, savoir d'où on vient, pour pas aussi être perdu. Tu dois connaître ce terme, les enfants de la troisième culture. Oui. C'est des enfants qui ont développé, comme tu dis, des tas de compétences parce qu'ils ont vécu partout, ils ont connu beaucoup de choses, ils ont développé beaucoup de compétences, mais c'est des enfants qui n'ont pas de racines et qui n'ont pas de socle, tu vois. Leur base n'est pas stable. Et dans la construction, ça peut être compliqué. Ouais, je dis pas que c'est quoi la France va résoudre ce problème, mais ça aide à connaître son pays, à connaître ses racines. Exactement, c'est un point de départ pour les familles, et puis oui, d'avoir des enfants qui sont bilingues, biculturels, et quand on dit bi, ça peut être aussi tri ou quadri. Effectivement, c'est tout ça, c'est un projet de longue haleine, et c'est quoi la France? C'est une petite pierre à l'édifice de la construction de nos enfants. Ouais. Surtout chez les familles binationales. C'est souvent, je fais une généralité, je m'en excuse, papa est français, la maman est d'une autre nationalité, d'une autre langue. Donc la langue parlée à la maison, c'est la langue de la maman. Et le papa a pas le temps et pas les ressources, tu vois, de transmettre sa culture. Donc c'est là que C'est quoi la France est une aide. J'ai un papa qui me dit, moi, quand j'emmène mon fils le samedi matin au judo, on regarde, en attendant que le judo commence, on regarde la vidéo dans les desserts. Voilà, un petit moment papa-fils, un petit moment de culture française. Voilà le petit rituel culture française. Et mais c'est génial parce que justement ça rejoint mon épisode, le premier épisode de 2024, où j'aide les auditeurs à choisir des petites actions à mettre en place au quotidien pour faire du français. C'est pas obligé d'être des grosses actions, on n'est pas obligé de passer la journée à parler dans un français impeccable de Proust. On peut regarder une vidéo de C'est quoi la France dans le vestiaire avant le judo. Et par contre, c'est quelque chose qui est facile à faire, à mettre en place. Ça peut être le quart d'heure en français du samedi matin. Mais voilà, c'est concret, c'est faisable. Et c'est toujours mieux que rien du tout. Et c'est régulier. Il y a 2 clés. C'est la régularité et s'amuser. Passer un bon moment. Si on veut que l'enfant prenne du plaisir et apprenne, enregistre en fait. Mais là, il passe un bon moment avec papa ou maman et il connaît mieux sa culture, ses racines. Exactement, et c'est vraiment cette connexion émotionnelle qui permet de créer le lien et de créer l'attachement à la culture. Voilà.
Je vois que ça fait un petit moment qu'on parle. Est-ce que je peux te poser une dernière petite question pour la route? C'est la question du conseil. Est-ce que toi, tu aurais un conseil peut-être celui que toi, tu aurais aimé entendre à donner aux parents francophones qui débutent leur expatriation ou qui débutent leur aventure bilingue? Oui, ce sera un conseil autour de la culture, mais à la culture du pays. Pour qu'une expatriation se passe bien, il faut accueillir la culture du pays. Il faut s'intéresser, il faut la découvrir, la visiter. J'ai connu plusieurs personnes qui ont fait un rejet de la culture taïwanaise, du pays, et en fait, ils sont pas restés. Si tu t'intéresses pas à la culture et aux gens, tu vas pas passer une bonne expat. La culture, qu'elle soit française ou du pays, c'est super important. Et la boucle est bouclée. Voilà. C'est important de s'intéresser aux cultures qui nous entourent et de transmettre la nôtre à nos enfants. Tout à fait. On s'enrichit de la culture des autres. C'est essentiel. Moi, les enfants, ils seront marqués à jamais par la culture asiatique et ça se voit pas tous les jours, mais il y a toujours un petit truc dans leur attitude, dans leurs remarques, dans ce qu'ils aiment. Et ah ben si, j'ai oublié. Tu as reçu une récompense l'année dernière. Tout à fait. C'est quand même important d'en parler. Effectivement, c'est quoi? La France a été récompensée l'année dernière. On a reçu le trophée éducation des Français de l'étranger par le CNED. Le trophée d'étranger, c'est des trophées qui ont lieu dans toutes les régions du monde régulièrement et c'est organisé par le petitjournal.com. Donc c'est le média leader des Français de l'étranger. Tous les ans, il y a un trophée monde avec différentes catégories. Et donc, C'est quoi la France a remporté le trophée de l'éducation. On était super fiers. Je dis on parce qu'on est une petite équipe, je n'ai pas parlé. Je suis associée à mon mari. Mon mari, c'est celui qui s'occupe de toute la partie informatique, développement, site internet. Il y a Charlotte qui s'occupe des réseaux sociaux. Il y a Virginie et Géraldine qui sont nos maîtresses. Il y a Laura de la presse. Donc ce trophée, en fait, récompensait notre travail pour la diffusion de la culture française auprès de tous les jeunes francophones du monde. Eh bien, félicitations, et c'est une belle mission et une belle récompense. Merci. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, bien sûr, dans la description de l'épisode, je mettrai le lien vers le site, vers l'Instagram, pour qu'on puisse retrouver C'est quoi la France. Et puis, merci beaucoup de m'avoir accordé autant de temps, parce que on a bien discuté, mais en même temps, c'est vraiment une aventure assez incroyable. Partir à Taïwan et rentrer avec un projet vidéo culturel. C'est ça. Partir à Taïwan et changer d'orientation professionnelle. C'est vraiment un changement de vie. Moi, de conjoint suiveur, je suis revenue entrepreneur. On va conclure, et je vais conclure en te remerciant chaudement d'avoir pris du temps dans ton emploi du temps qui doit être très occupé comme toutes les mamans, et pour venir nous parler. Très occupée comme tous les entrepreneurs aussi. Aussi, en plus, toutes les mamans entrepreneurs. Et j'étais ravie.